Si on doit aujourd'hui identifier quelqu'un qui pourrait être l'auteur de cette guerre, de qui serait-il? L'auteur de cette guerre, moi je condamnerais directement le Laurent Désiré Kabila. C'était quoi les contrats qu'ils avaient? Parce qu'aujourd'hui, 30 ans après, la jeunesse doit savoir. La jeunesse doit savoir comment en sommes-nous arrivés où nous sommes aujourd'hui. Quels sont les deals que le Rwanda avait eu à conclure avec le AFDL? Je pense que c'est la même chose que le M23 est en train de réclamer aujourd'hui. Qu'est-ce que le M23 réclame aujourd'hui? L'intégration officielle dans l'armée congolaise, de s'infiltrer dans l'armée congolaise et laisser un étranger s'infiltrer au sein d'une armée comme la nôtre, c'est en fait trahir ou vendre le pays dans les générations futures. Pour mettre fin à cette guerre, je pense que le M23 n'ont pas besoin en fait de la diplomatie, de la négociation, de parler. Ils ont besoin de l'autorité de la loi. Ils ont besoin de la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, cela veut dire en fait s'engager dans la guerre, mais il faut réfléchir la guerre avec quelle armée. Vu ce que vous avez dit tout à l'heure, que le président Félix Tshisekedi manque aussi des gens comme l'a manqué en son temps Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que les Congolais doivent s'incliner, demander pardon aujourd'hui à Joseph Kabila? Non, les Congolais ne peuvent pas demander pardon à Joseph Kabila parce que Joseph Kabila a eu aussi son temps. Il a eu 18 ans à la tête de la République. Personne ne l'avait cru quand il avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes. On ne peut pas lui demander pardon. Il n'y a pas d'excuse. Écoutez-moi, la République démocratique du Congo, être au chevet, être au fait de la nation, n'est pas un endroit où tu viens patauger, où tu viens balbutier, où tu viens en fait chercher à apprendre. Non, c'est un endroit où quand on vient, on sait ce qu'on doit faire. Je vais vous définir un peu l'État, c'est quoi? L'État, c'est comme le passager du navire, d'un bateau, qui entre dans un bateau aveuglement, parce qu'ils font confiance au capitaine. Leur désir est que le capitaine les amène à la destination. Au bon port. Au bon port. Si au milieu de la route et que le bateau fait naufrage, où il y a un souci, c'est le capitaine qui a la responsabilité de trouver la solution. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que Donald Trump, Bonjour, bienvenue sur Afro Canada Télévision. Nous recevons pour vous quelqu'un qui est d'habitude ici avec nous. Il s'appelle M. Ridi Kabalenga. Il vient avec plusieurs casquettes, mais aujourd'hui nous le recevons sous une autre forme. Nous le recevons comme analyste, quelqu'un qui connaît un peu la géostratégique des frontières, surtout de la République démocratique du Congo. On va parler de tout ce qui se passe du pays avec lui. M. Ridi, bonjour. Bonjour, M. Philemon. C'est un grand plaisir d'être encore une fois de plus dans votre plateau. Et surtout, bonne année 2025. Merci beaucoup. Vous êtes toujours le bienvenu sur Afro Canada Télévision. Merci. Surtout notre dernière émission que nous avons tournée sur l'immigration, qui a vraiment fait beaucoup de bruit sur vous. Exactement. Comment avez-vous reçu les retours? J'ai eu beaucoup de feedback, beaucoup de retours, beaucoup de retours, beaucoup de feedback, beaucoup de sollicitations. Oui. Et beaucoup de gens nous ont remerciés pour l'éclairage, pour la lumière, et beaucoup plus qu'ils ont eu, c'est qu'ils avaient comme beaucoup ont eu des réponses à leurs questions, et il y a eu beaucoup d'éclairage, et ils sont très contents, et jusqu'à maintenant, je vous dis qu'il y a beaucoup de retours en sens de cette émission-là. Et surtout que nous vous attendrons ici avec plusieurs sujets qui sont sur la table, qui demandent vraiment votre expertise, et j'espère que les abonnés d'Afro Canada Télévision qui nous suivent de partout seront
encore content de voir que vous puissiez décrypter notre sujet. Ben écoutez, je serai toujours le bienvenu, surtout pour Afro-Canada, qui est une chaîne qui nous informe, qui en fait nous permet d'être dans l'actualité des choses tant soit internationales que nationales, même des choses liées avec la République démocratique du Congo. Donc pour moi, c'est un grand plaisir à tout moment d'être ici lorsque je suis invité, ou même de temps en temps, moi-même aussi, je sollicite parfois certaines émissions parce que l'Afro-Canada est une chaîne qui est très entendue. Merci beaucoup, monsieur Rudy Kamalenga. Vraiment, nos portes resteront grandement ouvertes pour vous. Alors aujourd'hui, nous vous invitons, c'est parce que le besoin s'impose. On a besoin de vous, on a besoin de vous écouter et voir qu'est-ce que vous pouvez donner à ces abonnés qui vous regardent, qui vous aiment tant. Parlons un peu de la guerre, qui sévit la République démocratique du Congo aujourd'hui avec le M23. On veut savoir avec vous d'où sort cette guerre. L'historique, parlez-nous un peu de l'historique de la guerre. Ça a commencé où et qui en était l'auteur pour qu'on arrive jusqu'à ce jour? Alors, il est important que les Congolais connaissent l'histoire. Il est très important que... Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens parlent de M23, on parle de la guerre. Et malheureusement, il y a ce Congolais-là, il y a ce Quinois-là qui n'a pas accès à l'information, qui n'a pas accès au courant, qui ne sait pas d'où vient cette guerre et pourquoi cette guerre. Est-ce que cela nous a été imposé ou c'est une guerre en fait d'intention? Qu'est-ce qui se passe en fait évidemment? Alors nous remontons, cette guerre date de longtemps. D'abord, nous attribuons cela d'abord à l'entrée de AFDL. Donc, c'est-à-dire... Avec Mosé Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila. Ça remonte en fait de sa responsabilité d'avoir en fait... souhaité qu'il y ait ce qu'on appelle rébellion, parce que lui-même fut un rebelle, il est entré au pouvoir par la voie de la rébellion, d'insurrection. Donc, c'est-à-dire que c'est lui, lorsque il est entré, et ce mouvement-là des AFDL était orchestré par le Rwanda. Il y a toujours le Rwanda qui revient par rapport à cela, et nous avons vu à peu près 101e bataillon de l'armée rwandaise qui était entré avec lui, afin de déstabiliser le pouvoir de Mobutu. Et c'est à l'issue, par le biais de cette entrée triomphale, de cette rébellion du père de Joseph Kabila, de l'AFDL, avec le Rwandais, qui a fait que certains Rwandais puissent rester sur le sol congolais. Et aussi, les Rwandais, ils ne sont pas venus simplement pour soutenir AFDL, pour prendre le pouvoir, mais il y avait des accords, il y avait des choses qui se sont dites. Il y avait, parce que comme vous le savez, le contrat ou la convention ou un traité, la force la particularité d'un contrat, c'est sa force obligatoire. Donc, c'est-à-dire les contractants sont obligés de respecter ce qui se sont dit dans le contrat. Donc, voilà pourquoi c'est que jusqu'aujourd'hui, il y a naissance. Le M23 n'est qu'une prolongation de ce mouvement-là des AFDL, de ces Rwandais-là qui sont entrés lors de l'entrée de Laurent Désiré Kabila, en fait, qui se sont infiltrés dans l'armée, dans les institutions, dans le pays, particulièrement du côté est du pays, parce que bien évidemment, c'est le côté ciblé à cause de son sol qui est très riche. Et c'est aussi une guerre, non pas seulement qui vient de la rébellion. C'est pas pour rien que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ce qu'on appelle le pays des Grands Lacs, avaient soutenu l'AFDL pour entrer et déstabiliser le pouvoir de Mobutu, parce qu'en fait, ils avaient besoin de régner à l'est du Congo, Goma, Kivu, Nord Kivu, tout ça, de régner à cause de la richesse de son sol, de son sous-sol. Et c'est ce traité-là qui aujourd'hui donne naissance à celui qu'on a au SDC, CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, qui était aussi un mouvement des rebelles qui était dirigé dont le fondateur était Laurent Kunda, en fait, qui était aussi en fait orchestré par le pays des Grands Lacs, en particulier par le Rwanda. En fait, ce sont en fait la continuité
CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, qui en fait, ils ont signé des accords le 23 mars 2009, et c'est à l'issue de cet accord-là est née l'appellation M23. M23, c'est une frustration. C'est une frustration du non-respect des accords entre le gouvernement le gouvernement de Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, par le biais de son ministre, je pense, des Affaires étrangères, des accords qu'ils avaient signés avec Laurent Kunda, les accords n'ayant pas été respectés, parce que le contrat ne peut avoir qu'une force obligatoire, qui exige le contractant de respecter les alliances qui sont dans le contrat, n'ayant pas été respectés, c'est là qu'ils ont créé ce qu'on appelle le mouvement 23, donc mouvement du 23 mars 2009, dont le contrat, les accords, la convention n'a pas été respectée. Donc le M23 n'est que l'origine de la frustration du non-respect des accords par le gouvernement congolais, de ne pas respecter ce qui a été dit lors de la convention. Et aujourd'hui, nous avons les M23 qui, depuis 2029, sont en train d'œuvrer du côté est du Congo à Goma, et leur objectif à ça a toujours été de prendre Goma. Pourquoi? Parce que c'est aussi une guerre économique. Aujourd'hui, toujours le M23 est orchestré et armé, outillé par le Rwanda. Toujours par le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est compté parmi le pays le plus grand producteur, que ce soit on va y arriver. Tous prennent ces choses, ouais, parce qu'ils ont réussi à utiliser le M23 comme des pantins, comme ce groupe-là, et c'est le Rwanda qui est en train d'œuvrer en secret, qui est en train d'œuvrer en sourdine, sans tambour ni trompette, mais en outillant les rebelles pour déstabiliser le pouvoir en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Ridi Kamalenga, pour ce temps que vous avez pris pour expliquer l'historique de la guerre. Mais on veut un peu revenir en arrière. Si on doit aujourd'hui identifier quelqu'un qui pourrait être l'auteur de cette guerre, de qui serait-il? L'auteur de cette guerre, moi je condamnerais directement Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, c'est constitutionnel à tous les Congolais, à quiconque qui est congolais, qui veut en fait diriger le pays, de respecter la procédure sans faire appel ou sans se pencher sur la rébellion. Donc s'il faut en fait à qui en fait on peut attribuer la responsabilité de cette guerre, c'est d'abord par le mouvement rebelle AFDEL de Laurent Désiré Kabila. C'est eux qui sont venus avec le Rwanda en République démocratique du Congo. C'est eux qui sont venus avec le pays des Grands Lacs, le Burundi, Rwanda, ce soit aussi Ouganda. Ce sont le Rwanda particulièrement qui a soutenu AFDL, l'entrée du Laurent Désiré Kabila pour prendre le pouvoir. Et cela ne s'est pas fait en fait de façon bénévole. Cela a été fait parce qu'ils savaient qu'ils avaient le gain après qu'il ait obtenu le pouvoir. Alors c'était quoi les contrats qu'ils avaient? Parce qu'aujourd'hui, 30 ans après, la jeunesse doit savoir. La jeunesse doit savoir comment en sommes-nous arrivés où nous sommes aujourd'hui. Quels sont les deals que le Rwanda avait eu à conclure avec le AFDL? Parlons des deals ou parlons des négociations. Qu'est-ce qui a été écrit dans les accords? Je pense que c'est la même chose que le M23 est en train de réclamer aujourd'hui. Qu'est-ce que le M23 réclame aujourd'hui? L'intégration officielle dans l'armée congolaise, de s'infiltrer dans l'armée congolaise et laisser un étranger s'infiltrer au sein d'une armée comme la nôtre, c'est en fait trahir ou vendre le pays dans les générations futures. Parce que lorsque l'armée est infiltrée, l'armée devient fragile, devient marginalisée. Ouais. Deuxième des choses, c'est que il réclame le côté est, le côté où le sous-sol est très riche. Certainement, c'est ce qui a été dit. Aujourd'hui, nous avons vu le Rwanda être parmi les pays les plus grands producteurs de coltan, le pays qui produit des minéraux. Mais d'où est-ce qu'ils prennent les 50%, même je peux oser pour dire les 70% de la richesse du Rwanda? Il doit ça à la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours en fait ces accords-là qui ont été signés, qui en fait minent l'émergence économique de la République démocratique du Congo et
comme ce sont des accords, comme ce sont des traités, comme ce sont des alliances, et en politique, il y a ce qu'on appelle la continuité de la chose de l'État. Donc, même si le président de la République, on change de président de la République, mais les accords demeurent. Donc, ça crée une frustration même pour le président de la République actuelle, M. Félix-Antoine Tshisekedi, de voir ces contrats-là, de voir ces conventions-là, et de continuer à laisser les étrangers contrôler les côtés est du pays et même exploiter la richesse du pays. C'est ce qui remonte encore de la frustration, et c'est là même ils sont en train de vouloir des négociations dans le but simplement que les accords soient respectés. Mais quel genre d'accord? Là, on tombera dans un souci qu'on appelle le problème de la souveraineté de l'État. Parce que quand on parle de la souveraineté de l'État, c'est la capacité d'un État, en fait, de légiférer, d'imposer l'autorité de la loi sur toute l'étendue du pays. Mais lorsqu'il y a une portion du pays, lorsqu'il y a un côté du pays qui est occupé par les rebelles, s'il y a un problème de la souveraineté de l'État. Je vous donnerai l'exemple à titre d'illustration. Nous avons aujourd'hui l'Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Ukraine est un pays souverain. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous parle, l'Ukraine, une partie de l'Ukraine est occupée par la Russie. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème de la souveraineté. Donc, il y a des endroits où l'Ukraine ne peut pas, en fait, imposer l'autorité de la loi. Et c'est le souci, en fait, qu'a la République démocratique du Congo aujourd'hui, si cette guerre n'a pas eu de résolution sérieuse. Mais après Laurent Désiré Kabila, il y a eu Joseph Kabila qui a pris le pouvoir pendant 18 ans. Pourquoi la situation n'a pas été résolue avec les 18 ans de Kabila? Moi, je pense que le problème, c'est que le problème avec nous, le Congolais, le problème avec la politique congolaise, c'est que le Congolais ou notre politique ne vise pas 10 ans plus tard. Aujourd'hui, nous sommes je vois le pays comme le Canada qui travaille aujourd'hui en fonction des 100 ans plus tard. Donc, c'est-à-dire, il voit quel sera le Canada dans 100 ans, quel sera le Canada dans 50 ans, quel sera le Canada dans 30 ans. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont... C'est pour ça là où je parle aussi que le Congo ont beaucoup plus de politiciens, des politiques et des hommes d'État. Les hommes d'État, ce sont des gens qui se soucient de générations qui vont venir après eux. Les hommes d'État ont le souci de se soucier plus de l'État que de leurs intérêts personnels. Moi, je suis, même quand le président Kabila, le fils, est arrivé, Joseph Kabila, donc c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une réflexion profonde. Comment mettre fin à cette guerre? Ils n'ont pas pensé à ça. Ils sont allés dans les négociations, ce qui a donné naissance à M23, avec Laurent Kunda, négociant avec le Congrès national pour la défense du peuple. Donc, c'est-à-dire que ces négociations-là, c'était quoi? Ils ont encore renforcé en fait, les accords qui ont été déjà signés avec AFDL, avec l'entrée de Kabila le père. Et ils ont maintenu, renforcé cela. Les accords restent, ils sont là. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'était une bonne façon de le faire? Moi, en mon sens, travailler pour la paix à l'est du pays, sur toute l'intégrité territoriale du Congo, c'est de travailler sur son armée. Monsieur Philemon, être président de la République démocratique du Congo, un pays beau, grand, aussi riche dans le sous-sol, dans les minéraux, un pays qui a la diversité climatique, un pays où il fait beau vivre, c'est un pays qui doit préparer sa paix en outillant son armée. C'est un pays, en fait, dont le président de la République doit penser à 10 ans, à 20 ans plus tard, non pas penser aujourd'hui. Je pense que Joseph Kabila avait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait pour, en fait, travailler son armée dans le sens que de poser ce qu'on appelle la loi du plus fort, d'entamer avec... Pour mettre fin à cette guerre, je pense que le M23 n'ont pas besoin, en fait, de la diplomatie, de la négociation, de parler. Ils ont besoin de l'autorité de la loi. Ils ont besoin de la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, cela veut dire, en fait, s'engager dans la guerre, mais il faut réfléchir la guerre avec quelle armée. Les conséquences de la guerre après la guerre. Et je pense que c'est ce qui, en fait, qui a fait réfléchir le président Kabila. Si je m'engage à la guerre, d'abord, son père n'avait pas laissé une armée. Quand Kabila, le père, Laurent Désiré Kabila, est entré, nous avons vu qu'il a recruté même des enfants, même des jeunes gens pour aller à la guerre parce qu'il n'y avait pas d'armée. L'armée était infiltrée par les 101e bataillon du Rwanda. Il n'y avait pas l'armée congolaise. Donc, c'est-à-dire, quand il est parti, Kabila, le fils, est arrivé, Joseph Kabila, il était dans le même souci. Donc, c'est-à-dire, il était contraint que d'aller par la voie
de la négociation dans le but qu'il y ait quand même la paix. Mais écoutez-moi, s'il faut qu'il y ait la paix à Kinshasa, la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Donc 18 ans, Kabila n'a pas pu organiser l'armée, c'est ça? Il n'y a pas eu l'armée. S'il avait organisé l'armée, on ne serait pas dans la situation que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, s'il avait vraiment organisé l'armée, on ne serait pas dans la même situation. Parce que le Goma est occupé par le rebelle. Aujourd'hui, c'est occupé. Mais ce n'est pas Kabila qui est au pouvoir. C'est pas Kabila qui est au pouvoir. Le président Tshisekedi a hérité le souci que le père du Kabila a laissé, que Kabila le fils a laissé. Il a hérité cela. Donc si je comprends bien, le pays ne marchera jamais parce que chacun de son départ laisse des soucis et la personne qui vient ne résout rien, continue avec ses soucis. Mais c'est ça le problème, c'est ce que je vous dis. Le Congo a plus besoin des hommes d'État que des politiques et des politiciens. Le Congo a besoin des hommes d'État. Le Congo a besoin de visionnaires. Le Congo a besoin de gens qui voient 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui réfléchissent sur la génération à venir. Le Congo n'a pas besoin de gens qui sont là pour leur poche, pour leurs intérêts personnels. Donc, c'est-à-dire, le président d'abord, Joseph Kabila, pouvait en son temps travailler l'armée congolaise. Le Congo a un souci aujourd'hui, le gouvernement congolais a un souci aujourd'hui. Il mise beaucoup de fonds sur les institutions gouvernementales, législatives, qu'est l'armée. Vous allez voir le salaire d'un ministre qui est très élevé. Vous allez voir le salaire du président de la République qui est très élevé. Vous allez entendre le salaire d'un député qui est très élevé. Alors que le salaire d'un général de l'armée, qui est un salaire minime, un salaire en fait qui attire qui relève de la honte pour le dire dans le lieu public. Alors que le sage dit, un sage a dit, qui veut la paix prépare la guerre. Mais comment on peut préparer la guerre? Mais comment on peut préparer sa paix? C'est en armant son armée. C'est en achetant des milices. Aujourd'hui, je suis avec vous. Qui est ce président du monde, que ce soit États-Unis, que ce soit la France, que ce soit Japon, que ce soit Chine, qui peut oser de franchir le Kremlin pour aller faire face à Poutine? Vous savez pourquoi? Parce que Poutine a préparé sa paix. Poutine a aujourd'hui des armes nucléaires. Il suffit d'appuyer un bouton. L'arme sait où est-ce qu'elle va partir. Un pays grand, convoité comme la République démocratique du Congo, a besoin des gens qui doivent travailler en termes de stratégie, d'armer l'armée, d'acheter des armes, tout en sachant que les 9 pays qui nous entourent, qui sont nos voisins dans des frontières, convoitent notre terre, convoitent notre richesse. Et si aujourd'hui ils osent en fait entrer de façon illégale sur notre sol, et le Congo peut déclencher la guerre. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler que le Congo peut déclencher la guerre? C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler des représailles efficaces comme l'avait promis le président, que c'était en cours de téléchargement? Est-ce qu'on peut parler de la guerre aujourd'hui? Il faut pas attendre des menaces afin de riposter. Il ne faut pas attendre en fait la guerre pour déclarer la guerre. Un État ne peut pas attendre qu'il soit dans la guerre, qu'il soit menacé, afin de déclarer la guerre. La guerre, ça se prépare. Et le Congo n'est pas prêt pour préparer, pour se battre avec le Rwanda. Le Rwanda, aujourd'hui, je pense, en mon sens, peut avoir toute une équipe. Si vous voyez un rebelle, une autre force extérieure, cherchez à prendre une portion de votre terre, c'est parce qu'il a étudié vos forces et vos faiblesses. Vous voyez? Donc je suis convaincu, si le Rwanda ose travailler, outiller le M23, parce que le Rwanda... Chose que le M23 avait refusé, il dit qu'il n'est pas soutenu par le Rwanda. Mais écoutez, c'est la politique. C'est la politique. La politique, c'est quoi? Parfois, c'est la démagogie. C'est le mensonge. On va croire à toutes ces choses-là, mais on sait que d'abord le M23, ce n'est pas 100% des Congolais. Ils sont mélangés. Le M23, c'est le mixage de plusieurs rebelles qui viennent de pays de Grands Lacs. Okay. Il y a Ouganda, il y a Burundi, il y a le Rwanda, il y a aussi des Tanzanie. C'est le mixage, c'est le mélange. Et je vous ai dit que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de l'entrée de l'AFDEL. Ce n'est que la continuité
de ce qui a été conclu depuis 1996. Vous voyez. Okay. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, le Congo, je pense que le président Tshisekedi est mal pris de dire que je dois déclarer la guerre comme j'entends. Des Quinois dire, déclarons la guerre une fois pour tout. Il ne peut pas. Monsieur Philémon, celui qui a vécu la guerre ne voudra jamais vivre le même scénario pour la deuxième fois. Okay. Il faut voir les conséquences après la guerre. Après la guerre, il y a quoi? Est-ce que le Congo sera capable de restaurer son économie? Est-ce que le Congo, aujourd'hui, à Goma, nous avons vu, on a touché, il y a les hôpitaux qui sont touchés. Ouais. L'aéroport est touché. Vous voyez. Ce sont des investissements. Ça demande beaucoup d'argent pour restaurer ces choses-là. Monsieur, on devrait parler du M23. Aujourd'hui, le M23, c'est vrai que conquis de plus en plus de terrain, mais il est reçu à bras ouverts par la population partout où il passe. Est-ce que ce n'est pas un message que la population veut lancer au président de la République pour dire que nous sommes fatigués de t'avoir comme chef et nous voulons un changement? Le problème du Congo, même le souci que nous avons au Congo, si aujourd'hui le M23, le Rwanda par le biais d'en fait des M23, ose faire ce qu'ils font là, c'est parce qu'en fait le Congo est divisé d'abord à l'intérieur. Le Rwanda profite de la faiblesse des Congolais. C'est quoi cette faiblesse? La mauvaise gouvernance, la division dans les institutions, et les acteurs politiques qui ne sont pas unis. Aujourd'hui, je suis estomaqué, écœuré de voir que celui qui a publié officiellement le président Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République aux élections présidentielles, qui devient aujourd'hui rebelle. Vous voyez? N'est-ce pas une passe en or? Est-ce que c'est des comptes à rendre? Mais écoutez-moi, des comptes à rendre, mais avec qui? Mais c'est lui qui l'a publié. Il pouvait contester ça avant de le publier. Pourquoi il a entendu? C'est lui qui l'a publié et nous avons cru. Comment il peut, même si tu n'es pas content, Monsieur Philémon, il y a des entités qu'on ne trahit pas, comme la patrie, comme sa famille. On ne trahit pas ces entités-là. Corneille Nangaa, peu importe ses frustrations, il ne pouvait pas rejoindre le rebelle M23 et se faire orchestrer par le Rwanda. Ça révèle la fragilité de notre État. Ça permet aux rebelles de dire que, oh, regarde, eux-mêmes ne sont pas unis. Et nous avons des gens qui vendent leur stratégie à nous. Qui leur donne la force, ces M23-là, de se faire accepter petit à petit, peut-être comme vous venez de l'évoquer, par la population des Gomatraciens, tout ça? C'est parce qu'en fait... C'est pas seulement les Gomatraciens, partout où le M23 est passé, il est resté longtemps avec les gens de Bunaganda, et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas entendu du bruit là-bas. Mais c'est à cause, en fait, de soucis qui sont à l'interne du pays. Le Congo est divisé. Le Congolais voit beaucoup plus sa poche que l'amour de la patrie. Même tous ceux-là aujourd'hui qui veulent aller au pouvoir, ils vont au pouvoir pour de quelles fins? Est-ce qu'ils veulent aller au pouvoir pour qu'on le voie un jour entrer dans l'histoire? Et de quelle manière vous écrivez cette histoire-là? Le Congolais a besoin des hommes d'État. Le Congolais a besoin d'une personne qui peut réorganiser le Congo comme Poutine avait réorganisé la Russie. C'est ainsi qu'il faut même redéfinir c'est quoi l'État en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, à mon simple avis, à mon humble avis, je vais suggérer même tous ceux-là qui servent l'État, ils doivent passer par des formations pour comprendre c'est quoi l'État. On ne gère pas l'État comme si on est en train de gérer sa petite compagnie, de la famille, de 5 personnes, de 2 personnes. Là, vous parlez au président actuel? Ben, écoutez, c'est un message que je peux lancer au président actuel, de vérifier. Est-ce que son entourage, qui est rempli de ses amis, est-ce que les gens qui travaillent avec lui sont des hommes d'État? Sont des gens qui connaissent en fait la notion de l'État? Qu'est-ce qu'on appelle l'État? Frère, écoutez-moi, M. Philémon. Posez la question à ces soi-disant politiques-là du Congo, qu'ils vous définissent l'État. Beaucoup ne connaissent pas ce qu'est l'État. On parle de l'État lorsque nous avons la présence des organes étatiques
lorsque nous avons de la présence de la population, du territoire et de la souveraineté de l'État. Et lorsqu'un homme d'État n'arrive pas à protéger la souveraineté de l'État, c'est un problème. Lorsque vous voyez quelqu'un comme Nanga aller rejoindre le rebelle, même s'il était frustré, il ne pouvait pas le faire. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à rejoindre les rebelles parce qu'il trouve que c'est une bonne cause pour eux. Mais il faut voir qu'est-ce qui s'est passé avec Laurent Désiré Kabila lorsqu'il était venu comme rebelle, soutenu par le Rwanda. C'est ce qui a donné naissance à tous ceci. Oui. Mais ce sont les mêmes choses qui vont produire le même résultat. C'est ce que je parle, que le Congo n'a pas des hommes d'État. Des hommes qui réfléchissent. En d'autres termes, des hommes sages, prudents. Les hommes qui peuvent dire, ce que je fais aujourd'hui, quelles seront les répercussions demain. Mais on ne peut pas seulement voir d'un œil les rebelles, parce qu'ils sont en rébellion, ils sont en train d'attaquer le pays, mais aussi ceux qui sont dans le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font pour cette population? Est-ce qu'un voleur qui pille l'argent, qui pille la caisse de l'État, n'est pas pire qu'un rebelle? Mais ça, c'est la traîtrise, ça. On ne peut pas, en fait, voler l'argent du peuple. Et particulièrement de ce peuple misérable comme le Congolais. On ne peut pas le faire. Les politiciens du Congo doivent se contenter de leur salaire. Le salaire qui est déjà très élevé. Ils doivent se contenter de ça. Manger de son salaire. Mais lorsque vous partez, vous, en fait, vous escroquez, vous détournez le fonds public. Ça, ce sont les koulouna en cravate qu'il faut, en fait, éliminer en public. Je pense que le ministre de la Justice devrait, s'il est vraiment ministre de la Justice et qu'il est homme, il doit menacer ces gens-là. Non pas les menacer, on doit avoir des preuves. Comment on est en train de les éliminer en public. Avant de s'apprendre au Congo. Avec le système politique congolais, là, quand on rentre. Avant de s'apprendre au Koulouna, qui ont des machettes en main, il faut s'en prendre au Koulouna en cravate. Parce que c'est la gestion de Koulouna en cravate qui pousse le Koulouna avec des machettes en main de faire du mal aux gens. Lorsque le Koulouna en cravate, ceux-là qui sont des politiques, des gouvernants, des dirigeants de la nation, gèrent bien la chose de l'État, ça permettra aux Koulouna en machette de jeter des machettes et de servir à la nation. Vous savez que ces Koulouna-là, ils peuvent aujourd'hui servir pour aller se faire former. C'est ainsi que... Mais pourquoi vous choisissez les Koulouna? Quelqu'un de... Moi, je pense que dans des pays organisés, le recrutement commence à l'université. Les gens qui ont fait l'école, les gens qui ont un mind stable, ce sont eux-là qui vont dans l'armée. Et l'armée peut être obligatoire dans plusieurs pays, comme dans plusieurs pays, avant d'aller à l'université, après votre baccalauréat, avant d'aller à l'université, vous devez passer par l'armée. Si vous vous sentez à l'aise, vous restez. Sinon, vous pouvez faire autre chose, continuer vos études. Mais pourquoi aujourd'hui on doit recruter des gens dans la rue pour les amener à l'armée, à s'enrôler? Mais écoutez, on les amène s'enrôler à l'armée, cela ne veut pas dire qu'ils seront tout de suite des militaires. Mais c'est ce qui se fait. Quelle est la formation? Par où passe-t-il? C'est quelque chose que le président Tshisekedi devait faire dès son entrée au pouvoir. Qui n'a pas fait. Qu'il devait faire, qu'il n'avait pas fait. De recruter des gens pour aller se faire former, peut-être en Chine, peut-être en Russie, peut-être quelque part, pendant 2 ans, Égypte, pendant ici, 3 ans, peut-être en Égypte, aller se faire former. C'est une alliance que le président Tshisekedi devait faire avec la Russie, une alliance forte. Je préfère encore qu'il puisse faire des accords avec la Russie que les accords qui ont été faits avec le Rwanda par le régime passé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le président est entouré des gens qui le conseillent à faire des bonnes choses, ou bien il ne sait pas lui-même ce qu'il doit faire? Non, ça a toujours été le souci des dirigeants congolais, des présidents de la République démocratique du Congo. Kabila, le fils, Joseph Kabila en avait dit, je manquais 15 hommes. Je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que le président Tshisekedi manque des hommes intègres, des hommes d'État, des hommes qui peuvent l'accompagner. Le président Tshisekedi est seul face aux régions des Grands Lacs. C'est une guerre régionale. Vous voyez, il est seul face à tout. Donc, il manque des hommes d'État. Il manque des personnes qui peuvent le conseiller et des personnes aussi qui ont la technicité
dans le domaine, dans chaque ministère où il place ces gens-là. Vu ce que vous avez dit tout à l'heure, que le président Félix Tshisekedi manque aussi des gens comme l'a manqué en son temps Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que les Congolais doivent s'incliner, demander pardon aujourd'hui à Joseph Kabila? Non, les Congolais ne peuvent pas demander pardon à Joseph Kabila parce que Joseph Kabila a eu aussi son temps. Il a eu 18 ans à la tête de la République. Personne ne l'avait cru quand il avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes. On ne peut pas lui demander pardon. Il n'y a pas d'excuse. Écoutez-moi, la République démocratique du Congo, être au chevet, être au fait de la nation, n'est pas un endroit où tu viens patauger, où tu viens balbutier, où tu viens en fait chercher à apprendre. Non, c'est un endroit où quand on vient, on sait ce qu'on doit faire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que les Congolais ne peuvent pas demander pardon au président Joseph Kabila. Il a fait 18 ans au pouvoir. Il avait l'occasion. Il pouvait bien le faire. Vous voyez? Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il est parti. Maintenant, nous sommes avec le président Félix Antoine Tshisekedi, qui, en fait, c'est son dernier mandat. Il reste quoi? 3 ans et demi? Est-ce qu'en 3 ans et demi, il peut refaire l'armée? En 3 ans et demi, il peut outiller l'armée? Qu'est-ce qu'il laissera à celui qui viendra après lui? Ce n'est-ce pas que ce sera le même mot de tête que Joseph Kabila lui a laissé? Je pense que le plus beau cadeau, le chef de l'État du Congo, l'actuel, ou celui qui viendra, peut donner aux Congolais, c'est mettre fin à la guerre de l'Est. Et ce n'est pas quelque chose qui... Et lui-même, il a dit ça, s'il ne réussit pas à mettre fin à la guerre, il a échoué son mandat. Ben, moi je pense qu'il faut... Le président Tshisekedi, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Est-ce que c'est la vie que vous partagez? Moi, à mon sens, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait faire aux Congolais. S'il ne réussit pas, il a échoué son mandat. Vous savez, écoutez-moi, c'est parmi de plus beaux cadeaux qu'il pouvait faire aux Congolais. Échouer son mandat, ça va. Il faut voir les secteurs sociaux. Il n'y a pas seulement la guerre. Il y a les secteurs sociaux de tous les Congolais. N'oubliez pas que le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Dans quel secteur voyez-vous la lumière au fond du tunnel? Ben écoutez-moi, le Congo, je peux dire jusqu'à date, ça patauge dans tous les secteurs. Okay. Ça patauge. Donc les 7 ans du président Félix, c'est juste... il est en train de rouler... Ben écoutez-moi, je pense que le président Félix Tshisekedi, personnellement, c'est quelqu'un qui a de la bonne volonté. Je l'ai toujours dit. Que Kabila n'avait pas. Kabila aussi pouvait avoir la bonne volonté. La force d'un leader, ce sont ses managers. La force d'un leader, ce sont ses collaborateurs. C'est pour cela qu'on parle de partage de pouvoir. Vous voyez. Tu peux être aujourd'hui, M. Philemon, président de la République démocratique du Congo. Tu ne seras pas toi-même ministre de la Justice, tu ne seras pas toi-même ministre de la Défense, tu ne seras pas toi-même ministre de l'Intérieur. C'est des responsabilités partagées. Ce sont des responsabilités partagées. Il faut juste que Dieu te fasse grâce de nommer des gens qui ont un bon cœur pour t'aider. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo tombe, Comé tombe, on va frapper, tout le monde va tirer sur le président de la République, non pas sur Patrick Mouyaya, non pas sur tous les ministres là. Vous voyez? Et eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils le savent qu'on ne va pas tirer sur eux. C'est le chef qu'on va tirer. Il n'y a pas un mauvais groupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Vous voyez? Et le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un, il a de la bonne volonté. Lui n'est pas un mauvais chef. Écoutez-moi, je pense que... quand est-ce qu'on peut parler quelqu'un, il est un mauvais chef? Est-ce que c'est lui la personne ou ce sont ses collaborateurs? Vous voyez, je ne peux pas dire directement que lui, c'est un mauvais chef. Mais je peux parler de sa gouvernance. Et quand on parle de la gouvernance, on ne voit pas seulement le chef, mais on voit tous ceux qui travaillent avec lui. Vous voyez. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, le silence des ministres par rapport à la prise de Goma et la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Personne ne s'est prononcé jusque-là. Aucun ministre ne s'est prononcé. Est-ce que c'est une manière de dire que, bon, je ne vais pas me prononcer, peut-être M23 prendra le pouvoir, comme ça je vais directement adhérer à M23? Est-ce qu'il se réserve pour ça? Ben écoutez-moi ici. Le Goma est aujourd'hui occupé par le rebelle. Pas seulement le Goma, plusieurs villes. Plusieurs villes, comme vous m'informez, sont occupées par le rebelle. Je pense que c'est le rôle de tous les Congolais, patriotes, de proclamer, de parler, de user
toute sa force possible, dans le domaine qu'il peut, dans le domaine dont il a l'expertise, afin de faire entendre sa voix, de contribuer quelque chose pour, en fait, que le M23 recule, que le Rwanda recule et que le Congo puisse atteindre l'intégrité territoriale. Ce n'est pas la responsabilité des dirigeants. C'est la responsabilité des façons, en fait, étatiques des dirigeants. Mais je pense que pour un patriote, pour un Congolais, c'est la responsabilité de tous, mais particulièrement des dirigeants. Et le dirigeant, là, il faut comprendre une des choses, comme je vous avais dit, le pouvoir, en fait, c'est la projection. Comment quelqu'un peut aujourd'hui défendre le pays si on n'avait pas préparé cette défense il y a 5 ans passés? Okay. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire ces ministres-là qui sont au pouvoir, ce sont des personnes, en fait, qui doivent, dans leur domaine, parler, crier haut et fort pour la liberté de la République démocratique du Congo. Et quand ils ne le font pas, et qu'ils ne font pas de l'hypocrisie. Nous avons vu lorsque Kabila, le fils, est entré au pouvoir, il a fait venir les mêmes personnes qui ont travaillé avec son père. Si on devrait parler de l'infiltration aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Félix est entouré des infiltrés? Ah, mais ça c'est le problème du Congo. Même Laurent Désiré Kabila avait des infiltrés. Même Joseph Kabila avait des infiltrés. Le Congo a des infiltrés actuellement. Il n'y a pas une procédure de recyclage de gens... Mais il faut commencer par l'identification nationale. Aujourd'hui, nous avons au Canada ce qu'on appelle le numéro d'assurance sociale. Ça aide à quoi? Le pays se développe aussi par l'identification, par la démographie. Et ça, ils n'en ont pas pensé pendant 7 ans. Lorsque, dans un pays, il y a un problème de la carte d'identité. Pendant 7 ans. Mais écoutez-moi, tout le monde peut en fait proclamer qu'il est congolais. Lorsque dans un pays, pour avoir le passeport, on ne sait pas c'est quoi les guichets uniques. Et que quelqu'un qui se met à la porte du ministère des Affaires étrangères, tu peux lui donner l'argent et puis il va aller te chercher le passeport sans que tu le prouves que tu es congolais. Lorsque dans un pays, le document de l'état civil sont corrompus pour l'avoir, il y a un problème sérieux. Vous voyez. Comment on peut identifier les infiltrés si nous-mêmes les Congolais, nous avons un problème sérieux de l'identification? Il faut qu'il y ait l'identification. À qui revient la responsabilité? Mais au chef. Au chef. Je vous ai dit ici qu'il n'y a pas un mauvais groupe, il y a un mauvais groupe, il y a juste un mauvais chef. Donc c'est-à-dire que le président Tshisekedi, malheureusement, celui qui doit être le chef du Congo, c'est quelqu'un qui doit tout surveiller. Le Congolais, c'est une personne, tu lui donnes un poste, il faut avoir le fouet derrière lui tout le temps. Il y a un problème aujourd'hui avec tout le ministre du gouvernement du Congo. Ils n'ont pas ce qu'on appelle les job description. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? On lui décrit ça. Toi, tu es ministre de Finances. Voici ce que tu dois commencer à faire. Regarde, regarde. Et il y a quelqu'un derrière lui qui surveille s'il a fait ça. Ça, c'est peut-être le rôle du Premier ministre et du Président de la République lui-même. Alors, pour chuter avec vous, M. Rudy Kamalenga, je pense que vous avez vraiment tout dit. Est-ce que Félix a répondu à vos attentes pendant ces 7 années? Je ne serai pas hypocrite. Je ne serai pas hypocrite. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense à moi-même. Je suis quelqu'un, d'ailleurs, la grandeur dans la vie, c'est lorsque tu peux être la solution pour la vie, pour les vies des autres. Vous voyez, je suis en train de répondre au nom de ce peuple-là qui souffre au Congo. Oui. Je suis en train de répondre au nom de ces familles-là qui pleurent aujourd'hui. À peu près 3000 personnes qui ont perdu la vie à l'est du Congo. Je suis en train de répondre au nom de ces jeunes gens-là qui finissent les études. Qui n'ont pas de travail. Qui n'ont pas de travail. Je suis en train de répondre au nom de ces gens-là qui aujourd'hui trouver le pain, c'est très difficile. Parce que je connais c'est quoi la souffrance. Je connais c'est quoi. Là, en RD Congo, nous avons juste 2 classes politiques, 2 classes sociales. Soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. Il n'y a pas le minimum. C'est ainsi que dans un pays organisé comme le Canada, il existe ce qu'on appelle salaire minimum. Ça ne te demande pas d'être riche pour t'acheter le lait, pour t'acheter le pain, pour avoir une voiture pour les déplacements. Ça prend juste à avoir le minimum de la vie. Vous voyez, moi j'étais convaincu que le président Félix Antoine Tshisekedi, comme un Congolais du père et de la mère, le fils
de Tshisekedi, le père, les Sphinx, comme quelqu'un qui a aussi vécu dans la diaspora en Belgique, il a un peu l'idée de la démocratie. Nous attendions de lui beaucoup plus de bonnes choses que ce que nous avons vécu et ce que nous vivons. Est-ce que c'est tard? Ce n'est pas tard. Je lui conseille de revoir sa ceinture, dans les 3 ans qu'il lui reste. Je lui conseille ça. Dans les 3 ans, il peut rattraper. Quand bien même qu'il ne peut pas rendre le Congo comme l'Allemagne, comme il avait déclaré, oui. Il peut quand même amener le Congo quelque part. Moi, aujourd'hui, si Dieu fait grâce, que je deviens président du Congo, je ne peux pas promettre le Congolais que je rendrai le Congo comme l'Allemagne. Ça serait pour moi la démagogie. C'était une erreur de promettre ça. Je suis en train de conseiller, je l'avais déjà dit sur votre plateau ici, que le président Tshisekedi doit avoir tout un comité, tout un groupe, toute une personne qui doit faire le suivi de ses promesses. C'est très important. Les paroles d'un chef sont sacrées. Le chef, quand il parle, il doit exécuter, ça doit se faire. Est-ce que vous êtes satisfait ou non? Je ne peux pas vous dire que je suis satisfait. Ok, donc vous n'êtes pas satisfait. Alors, dites-moi, selon vous, qui serait la personne qui pourrait sortir le Congo du gouffre? Ah, ça doit être cette personne qui est un homme d'État. Qui est un homme... Selon toutes les personnalités que vous connaissez congolaises, qui, selon vous, pourrait faire le profil? Ben écoutez-moi, je ne sais pas, parce que l'homme change. Même moi, que je suis devant vous, je change. L'homme change. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent donner des bons profils, mais on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Mais nous avons besoin du prochain chef de l'État. Allez, un homme d'État. Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas un homme d'État? C'est un homme d'État. Mais aussi, pas seulement le chef, mais tous ceux qui seront autour du chef. Le casting. Du casting. Soit des personnes qui vont aimer la patrie, qui vont servir les autres. Ce sont les travailleurs du peuple. Le président Tshisekedi ne doit pas oublier, c'est le peuple qui l'a placé là. C'est pas Nanga. C'est pas Nanga, c'est le peuple. C'est bon. Donc, il a le compte à rendre avec le peuple. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas tard. Je vous avais dit ici, le président Tshisekedi, les compétences, ça se cherche. Le parti politique ou le cercle d'amitié n'ont pas les compétences, n'ont pas le monopole de la compétence. Il y a des gens qui peuvent l'aider. Il y a des gens qui peuvent en fait l'aider, enfin, d'amener quand même la lumière, non pas d'amener la République démocratique du Congo à être Allemagne. Pas ses amis. Hein. Ben, ça peut être ses amis, mais qui sont compétents. Pas des amis qu'on prend parce qu'on est redevable à eux, parce qu'on était jeunes, on traînait en Belgique, on traînait en France, on traînait à Kinshasa, et puis je vais être redevable à lui parce qu'il m'avait aidé avec $1000 quand je manquais. Non, ce sont des affaires d'État. Lorsqu'on veut aider son ami qui t'a aidé quand tu n'avais rien, je peux lui appeler un bon samedi chez moi, on mange, on déjeune, et à la fin de la journée, je lui donne un 20 000, un 50 000 $, va, organise-toi avec ça. Okay. Mais pas lui donner des postes au chevet de l'État, au fait de l'État, afin de nuire en fait l'exercice du pouvoir, parce que ce n'est pas l'ami qui est en train de se faire du mal, mais c'est toi-même le chef qui s'est fait du mal. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi que le peuple demandera, rendez-nous des comptes. Alors, monsieur Ridhii Kamalenga, ça va être tout avec vous. Une dernière question pour terminer. Comment pensez-vous faire pour établir un bon fonctionnement de l'État en RDC? Ben, la première des choses, il faut redéfinir l'État. Il faut redéfinir l'État. Je vous dis ici, en droit constitutionnel, l'État s'est défini en droit constitutionnel comme une entité qui a des organes étatiques. Il y a la présence des organes étatiques. Quand on parle des organes étatiques, on voit le gouvernement, on voit le Parlement, on voit les cours et tribunaux. Il faut redéfinir ça en vrai sens du mot. Avec l'amour de la patrie. Que les gens qui seront dans les organes étatiques, qu'ils savent que, et qu'ils soient, en fait, configurés, réinitialisés. Ils ne travaillent pas pour le chef de l'État, ils travaillent pour la patrie. Et qu'ils sachent qu'après eux, il y a la continuité de l'État. Si les accords qu'Afdel avait signés, et que Laurent Désiré Kabila savait qu'il y a la continuité de l'État, il n'allait pas le signer. Les accords
que Joseph Kabila avait signé le 23 mars 2009 et qu'il savait qu'il y avait la continuité de l'État, il n'allait pas signer. Parce que le chef de l'État peut passer, mais les accords demeurent. Et la particularité des accords, c'est qu'il y a la force d'obligation de respecter ce qui a été dit dans les en termes des alliances. Il faut d'abord redéfinir l'État, la présence des organes étatiques, la présence du territoire, la présence de la population et de la souveraineté de l'État. Deuxième des choses, pour répondre à votre question, il faut mise à niveau, réinitialiser les gens qui doivent en fait travailler au sein de l'État. Leur faire comprendre... Chose que Félix n'avait pas faite. Chose qu'il n'a pas fait. Leur faire comprendre... Peut-être il en avait fait, mais il est limité en termes de contrôle, de champ, de compétences et d'activité de chaque personne. Vous voyez? Le faire comprendre que nous travaillons pour l'État. Non pas pour moi, mais nous travaillons pour le peuple. Mettre le peuple au centre de tout. L'État, je vais vous définir un peu l'État, c'est quoi? L'État, c'est comme le passager du navire, d'un bateau, qui entre dans un bateau aveuglement, parce qu'ils font confiance au capitaine. Leur désir est que le capitaine les amène à la destination. Au bon port. Au bon port. Si au milieu de la route et que le bateau fait naufrage où il y a un souci, c'est le capitaine qui a la responsabilité de trouver la solution. S'il ne peut pas, on doit mettre le capitaine dehors et de mettre un autre capitaine. Merci beaucoup. Le message est passé. Donc, le capitaine, c'est Félix et le pays, c'est le bateau. Donc, vous savez la réponse. On se voit à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Ok. Je suis mission. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que